Tout autour de nous, invisible au regard, il existe un monde parallèle. Un monde où les dimensions se comptent en milliardièmes de mètres, l'infiniment petit. Grâce au progrès de la science, l'homme a récemment percé les secrets de cet univers inaccessible. Peu à peu, la matière nous dévoile ainsi ses constituants les plus intimes. Sous l'objectif de microscopes ultra puissants, les spécialistes parviennent à manipuler les atomes et à assembler des objets 100 000 fois plus fins qu'un cheveu. Appliquées à l'homme, ces nanotechnologies sont en passe de bouleverser le monde médical. Déjà, les chercheurs conçoivent des traitements à l'échelle des rouages les plus fins de notre organisme. Ils mettent au point des capsules transportant les médicaments au cœur de nos cellules et même des puces microscopiques implantables dans les moindres recoins de notre corps. Alors jusqu'où iront les progrès de la nanomédecine? Pourrons-nous un jour guérir le cancer ou d'autres maladies graves? Saurons-nous dépister une infection avant l'apparition des premiers symptômes? Les aveugles pourront-ils retrouver la vue grâce à des implants? Chimistes, physiciens et médecins se lancent à la conquête du nanomonde. La révolution de la médecine a commencé. À 2 pas de l'Université de sciences de Toulouse, un laboratoire historique du CNRS est spécialisé dans l'étude de l'infiniment petit. Son nom, le CEMES, pour Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales. Son réseau de salles blanches accueille des instruments à la pointe de la technologie. Parmi eux, le microscope à effet tunnel. Le seul appareil capable d'observer directement des objets à l'échelle du milliardième de mètre. Gwenaël Rappen est chimiste et aujourd'hui encore, il s'émerveille du fonctionnement de ce microscope qui offre un véritable plongeon dans une autre dimension. On a une surface métallique, une pointe métallique, donc les deux ne sont pas en contact. Donc en physique classique, quand il y a 2 prises électriques qui ne sont pas en contact, les électrons ne passent pas. Mais à l'échelle du nanomètre, quand on est à moins d'1 nanomètre, on a des électrons qui peuvent passer de la pointe à la surface. Ça s'appelle les électrons tunnels, donc ils passent dans le vide. Ça revient à un doigt, en fait, c'est un peu comme un aveugle qui lit du braille. Si sur la surface, on a des molécules qui sont posées, le doigt métallique va ressentir les molécules qui sont sur la surface. Donc on va avoir la topographie de la surface. Le microscope à effet tunnel, ça a été vraiment un saut technologique en physique. Parce qu'il y avait encore dans les années 70, il y avait des physiciens qui disaient qu'on ne pourrait jamais voir une seule molécule, et a fortiori un seul atome. Voir les atomes, comprendre leur interaction et leurs propriétés, et même les manipuler un à un pour fabriquer de toutes pièces des objets inédits. Le pouvoir offert par cet outil met le monde scientifique en effervescence. Électronique, mécanique, chimie, optique ou même biologie, cette nouvelle maîtrise de la matière ouvre des perspectives inédites dans de nombreux secteurs. Un domaine en particulier pourrait bientôt connaître une véritable révolution. Il s'agit de la médecine. Depuis plusieurs décennies, notre connaissance du fonctionnement du corps humain progresse à grands pas. Et grâce aux nanotechnologies, il devient possible d'agir à son niveau le plus intime. Médecins, chimistes et physiciens travaillent de concert pour mettre au point des traitements inédits et de nouveaux outils de diagnostic. Des dispositifs capables d'agir à la même échelle que les maladies. En plein cœur de Paris, le physicien Laurent Lévy a créé la start-up Nanobiotics. Il y a 10 ans, ce chercheur s'est lancé dans un combat d'envergure. Son objectif ? Améliorer la lutte contre l'un des fléaux de notre société, le cancer. Chaque année, cette maladie aux multiples visages fait près de 8 millions de victimes dans le monde.
Face à cette pathologie terrible, les médecins disposent aujourd'hui de plusieurs armes. Parmi elles, la radiothérapie. Une technique d'irradiation des tumeurs utilisée chez plus de la moitié des patients atteints de cancer. La radiothérapie marche de la façon suivante. On envoie un rayonnement. Ce rayonnement va taper dans des molécules d'eau, principalement dans l'oxygène, et va éjecter des électrons. Ces électrons qui ont de l'énergie vont créer des radicaux libres, et ces radicaux libres vont détruire des parties de la cellule qui sont nécessaires à sa survie, et notamment l'ADN. La radiothérapie est une arme extrêmement puissante. L'irradiation entraîne la production de molécules toxiques au sein même des cellules cancéreuses. Si la dose est suffisante, les cellules malades meurent une à une et la tumeur disparaît. Mais les rayons nocifs de la radiothérapie sont aussi la source de nombreux dommages collatéraux. La radiothérapie, c'est une technologie très puissante. Elle aide énormément de patients. Maintenant, sa limitation assez évidente est due au fait que la tumeur, quand on essaye de l'irradier, elle est tout le temps enserrée dans des tissus sains. Et donc, quand on essaie de créer des dommages à l'intérieur de la tumeur, on crée aussi des dommages dans ces tissus sains. En touchant les cellules saines environnant les tumeurs, les rayons ionisants provoquent ainsi très souvent de terribles effets secondaires. Des insuffisances respiratoires dans le cas du poumon, une stérilité quand il s'agit des organes génitaux ou encore une cataracte lorsque l'œil est touché. Pour que le remède ne soit pas pire que le mal, les médecins sont obligés de limiter les doses délivrées aux patients. Une restriction nécessaire, mais qui empêche souvent de venir à bout des tumeurs les plus coriaces ou les plus profondes. Améliorer l'efficacité de la radiothérapie, y compris à faible dose, tel est donc l'enjeu pour augmenter les chances de guérison. Après 10 ans de travaux, Laurent Lévy et son équipe ont mis au point un produit étonnant. Il s'agit de petites billes d'à peine 60 nanomètres de diamètre, 1000 fois plus petites qu'une seule cellule de notre corps. Ces infimes capsules sont entourées d'un revêtement spécifique qui leur permet de reconnaître les cellules cancéreuses, puis de pénétrer à l'intérieur. Une fois en place, elles libèrent alors un composé particulier, l'oxyde d'hafnium. Cette molécule est dotée d'une propriété inédite, celle d'accentuer les effets de la radiothérapie. Ces nanoparticules, elles ont une faculté assez unique, c'est de pouvoir absorber énormément d'énergie. Donc elles vont générer beaucoup plus d'électrons, beaucoup plus de radicaux libres et être beaucoup plus destructrices que la radiothérapie classique. En présence de ces particules nanométriques, la radiothérapie voit ainsi ses effets multipliés par 9. Il devient donc possible de réduire encore plus la dose de rayons toxiques administrés aux patients. Le rayonnement de faible intensité traversera alors les tissus sains sans les endommager. Et lorsqu'il atteindra la tumeur, il viendra exciter les particules qui s'y trouvent. Sa puissance s'en trouvera démultipliée. Ces produits ont été testés chez l'animal, chez les souris qui portent des tumeurs que l'on a greffées. On a comparé l'efficacité de la radiothérapie seule contre l'efficacité de la radiothérapie en combinaison avec les nanoparticules. Et on montre un gap d'efficacité assez énorme lorsqu'on utilise ces nanoparticules. On a réussi réellement à amplifier l'efficacité de cette radiothérapie. Après avoir fait leurs preuves sur des animaux de laboratoire, les nano X-ray sont désormais testés chez l'homme. Les premiers essais cliniques ont commencé et les résultats se révèlent très encourageants sur plusieurs types de cancers. Dans quelques années, grâce à ces nanoparticules, les effets secondaires de la radiothérapie ne seront peut-être plus un obstacle incontournable. Le taux de guérison des cancers pourrait alors augmenter considérablement. Qu'il s'agisse de soigner le cancer ou encore d'éliminer des bactéries et des virus pathogènes, les nanotechnologies offrent un nouveau pouvoir aux médecins, celui d'agir à l'échelle même de nos cellules. Certains entrevoient ainsi l'émergence de nouveaux médicaments. De minuscules capsules contenant des principes actifs et capables de cibler spécifiquement les zones à détruire. Mais ces produits au potentiel révolutionnaire ont une limite de taille. Comme n'importe quel médicament, ils sont délivrés par voie orale ou par injection.
Ils doivent alors faire un long voyage à l'intérieur du corps avant d'atteindre leur cible. Dès lors, comment être sûr qu'ils n'iront pas se loger ailleurs? Comment éviter les effets secondaires en cas d'erreur de ciblage? À Grenoble, une équipe de chercheurs s'est emparée de cette question cruciale. Nous sommes au CEA Leti, l'une des filières du commissariat à l'énergie atomique. Ici, Patrick Boisseau et son équipe tentent de mettre au point une méthode fiable pour cibler les nanomédicaments. Leurs recherches sont basées sur un principe a priori simple, la vectorisation. La vectorisation, ça consiste à encapsuler la molécule toxique dans une sorte de petit véhicule, de petit sac, et tant que la molécule est à l'intérieur de ce sac-là, elle n'est pas active, c'est-à-dire qu'elle ne risque pas d'attaquer les tissus sains. Et ce petit sac, il faut lui donner un système, on appelle ça d'adressage ou de ciblage, qui permet de reconnaître que les tumeurs. C'est un petit peu comme dans un GPS. Si vous programmez dans votre GPS, je veux aller à la tumeur de la prostate, et à ce moment-là, une fois que le petit sac est injecté dans la circulation sanguine, il va circuler dans tout le corps jusqu'à ce qu'il trouve la tumeur de la prostate. Le premier défi des équipes de Patrick Boisseau fut de mettre au point de petites capsules parfaitement étanches, ce que les scientifiques appellent des vecteurs. Leur but, enfermer les principes actifs tout au long de leur trajet dans le corps pour éviter les effets secondaires. Après des années d'expérimentation, les chercheurs ont mis au point de minuscules sphères composées d'un fin mélange d'eau et de lipides. Leur nom, les lipidotes. Mais quand les chercheurs ont commencé à les tester, un autre problème a surgi. Les molécules ont été immédiatement repérées par le système immunitaire. Un vecteur de première génération, quand vous l'injectez, soit il est détecté par le système immunitaire, qui à ce moment-là va le neutraliser et va le détruire, et donc votre médicament sera inefficace, soit, au contraire, va se coller dessus, c'est une forme de neutralisation, va se coller dessus des molécules qui circulent dans le sang, qu'on appelle des opsonines, et qui vont, j'allais dire, colmater un petit peu ce nanovecteur. Et du coup, ce nanovecteur, là encore, devient inefficace, parce qu'il ne pourra pas aller délivrer le médicament dans, par exemple, la tumeur. Quand les chercheurs ont compris ces réactions-là, ils ont inventé la deuxième génération de nanovecteurs, qui consiste à accrocher comme une sorte de chevelure, si vous voulez, une chevelure afro, c'est-à-dire qu'il prend un gros volume et ces molécules-là, elles vont piéger de l'eau. Et quand on injecte ce type de particules, donc avec cette sorte de chevelure en surface, dans le sang, le système immunitaire, il a l'impression de voir passer une grosse goutte d'eau. Il ne voit pas qu'à l'intérieur, sous la chevelure, il y a le nanovecteur. Il ne le voit pas, si vous voulez. Donc, du coup, il ne déclenche pas le système d'alerte qu'il y avait dans le cas de la première génération. Furtifs, dissimulés derrière leur crinière, les nanovecteurs deviennent libres de circuler à l'intérieur de l'organisme. Mais il faut encore les doter d'une capacité essentielle, celle d'identifier leur objectif et de s'y accrocher. Pour cela, les scientifiques ont donc greffé à leur surface des récepteurs spécifiques. Des molécules de reconnaissance qui se fixent exclusivement sur les cellules qu'ils sont censés détruire. Les capsules sont ensuite absorbées. Elles délivrent alors leur cargaison thérapeutique à l'intérieur même des cellules cibles. Parmi les promesses offertes par ces nanovecteurs, le cancer fait bien sûr l'objet de toutes les attentions. Il en existe des centaines de formes différentes et près de la moitié d'entre eux sont impossibles à guérir par les méthodes actuelles.
Capables de traquer spécifiquement des cellules cancéreuses, les nanovecteurs suscitent donc un immense espoir. Grâce à eux, l'efficacité de la chimiothérapie pourrait s'accroître considérablement et les effets secondaires disparaître presque totalement. Dans le monde entier, de nombreuses équipes de recherche tentent donc de mettre au point des molécules de ciblage caractéristiques de chaque type de cancer. La difficulté, c'est que biologiquement, c'est difficile justement de distinguer une tumeur de la prostate d'une tumeur du sein ou même de certaines cellules qu'on a naturellement dans notre corps. Et donc, le nanovecteur, même s'il a des molécules d'adressage à la surface, comme il va circuler pendant plusieurs heures dans la circulation sanguine, il va rencontrer tout un tas de cellules devant lui et il y a quand même encore très souvent l'occasion qu'il s'accroche au mauvais endroit. Donc c'est pour ça que le ciblage, le ciblage, c'est un domaine dans lequel il y a besoin de faire des progrès encore énormes pour encore améliorer et encore améliorer la distribution, c'est que le médicament va juste dans la tumeur et ne va pas ailleurs. Il reste encore beaucoup de travail aux chercheurs pour mettre au point des nanovecteurs parfaitement efficaces. Mais déjà, les premiers tests se révèlent très concluants. Des capsules nanométriques dirigées spécifiquement contre le cancer du sein ont en effet démontré leur efficacité sur la souris. Dans quelques années, elles seront testées directement chez la femme. Grâce à ces assemblages minuscules, d'autres tumeurs incurables pourront un jour être combattues. Un pas de plus sera franchi dans la guerre sans merci de l'homme contre le cancer. Face à cette avalanche de promesses, des questions commencent à naître. Ces nano-objets sont-ils sans danger pour l'organisme humain? Leur accumulation dans le corps ne risque-t-elle pas d'engendrer des effets néfastes? Dominique Masset est responsable du pôle toxicologie à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Pour chaque nouveau produit, l'institution française a pour mission de délivrer ou non une autorisation de mise sur le marché. Et en matière de nanotechnologie, la tâche s'annonce particulièrement ardue. Les deux principaux problèmes de vigilance que se posent avec les nano-objets manufacturés, les nanomédicaments, sont d'une part leur accumulation et devenir dans l'organisme. S'ils s'accumulent, quels sont leurs potentiels risques? Vont-ils engendrer des inflammations? Vont-ils engendrer des processus inflammatoires ou autres? Et le deuxième axe de vigilance avec ces objets est donc celui de la réponse immunitaire vis-à-vis de ces nano-objets. L'organisme a l'habitude de répondre à des particules virales ou autres. Mais quand on est un nanomédicament, il faut être extrêmement vigilant. Il faut bien regarder si les propriétés de surface de ces nano-objets ne vont pas entraîner une exacerbation de ces réactions immunologiques. C'est sur ces processus de défense qu'il va donc falloir focaliser les risques. L'interaction fine et accrue avec le corps pourrait donc être une lame à double tranchant. Les particules pourraient s'accumuler dans le corps jusqu'à en perturber le fonctionnement. Elles risqueraient aussi d'engendrer des réactions de défense incontrôlées. En fait, tout produit thérapeutique comporte un risque. Ce sont des produits pharmacologiquement actifs, donc ils comportent automatiquement un risque puisqu'ils sont des produits efficaces. L'enjeu est en fait de mesurer quel bénéfice ça peut apporter à un patient par rapport à une pathologie qui peut, dans certains cas, être mortelle. Quel bénéfice pour traiter cette pathologie on est en droit de prendre par rapport au risque que va faire courir ce médicament à l'organisme. Alors que ces nouveaux médicaments sont sur le point de se développer, la vigilance est de mise pour les autorités de santé. Mais au-delà du risque de toxicité, un autre défi se pose aujourd'hui aux scientifiques. Celui de parvenir à détecter ces objets 100 000 fois plus fins qu'un simple cheveu. Cette taille rend les nanomédicaments parfaitement invisibles aux outils classiques. Radiographie, échographie, scanner, IRM, aucun appareil actuel ne permet de les suivre à l'intérieur du corps. Dès lors, comment savoir s'ils se rendent bien là où on le souhaite?
comment vérifier qu'ils pénètrent à l'intérieur des cellules cibles. Et surtout, de quelle manière s'assurer de l'absence d'effets néfastes. L'émergence de l'infiniment petit dans l'éventail thérapeutique rend obligatoire la mise au point de nouveaux outils d'observation. Au sein de l'Institut Albert Bonniot, à Grenoble, Jean-Luc Cole et ses équipes cherchent justement à améliorer les techniques d'imagerie. Ils ont mis au point des nanovecteurs très particuliers. À l'intérieur des capsules, ils ont enfermé des molécules fluorescentes baptisées fluorophores. Ces produits ont la propriété de se mettre à briller lorsqu'ils sont stimulés par une source lumineuse. Les fluorophores sont actuellement en phase de test chez la souris. Les chercheurs injectent une minuscule quantité de produit dans l'abdomen des animaux, puis ces derniers sont placés dans un appareil d'imagerie doté de capteurs ultra performants. On utilise de l'imagerie de fluorescence que l'on applique au petit animal depuis le début des années 2000 parce qu'on a eu accès à des caméras CCD à très haute sensibilité qui viennent du monde de l'astronomie. Donc ces caméras nous ont permis de voir de la lumière qui traverse des tissus, même si cette lumière est extrêmement faible. Sur l'écran de contrôle, les fluorophores apparaissent sous la forme de taches de couleur en fonction de leur densité dans le corps de l'animal. Grâce à ce dispositif, il devient donc possible de suivre à la trace les nanovecteurs et donc de s'assurer qu'ils se rendent bien là où on le souhaite. Mais cette méthode d'imagerie permet aussi d'améliorer le dépistage des cancers. Remplies de nanovecteurs fluorescents, les cellules malades se mettent en effet à briller sous l'œil des microscopes. Même à un stade précoce, une tumeur peut ainsi devenir visible dans ses moindres détails. Il devient même possible de dresser une cartographie en 3 dimensions des cellules malades et de suivre leur évolution au fil du temps. Déjà, les premières expériences réalisées sur des souris se révèlent particulièrement encourageantes. Non seulement ces tumeurs fluorescentes sont plus faciles à observer, mais elles deviennent aussi beaucoup plus simples à extraire. Au bloc opératoire, les chirurgiens peuvent visualiser les zones tumorales sur un écran de contrôle. Le risque de laisser un reliquat de cellules cancéreuses ou au contraire d'endommager les tissus sains est grandement minimisé. Pour l'heure, cette technique étonnante n'a pas été testée chez l'homme. Mais pour Jean-Luc Cole, comme pour de nombreux spécialistes, elle pourrait un jour révolutionner le domaine médical. À l'aide de ces agents d'imagerie médicaux, on va pouvoir mieux définir l'état d'un patient et sa susceptibilité à un traitement. Donc ça va nous permettre de pouvoir développer des molécules à la carte et adapter un traitement en changeant éventuellement ce traitement très rapidement si on voit qu'il ne fonctionne pas. Donc on va pouvoir personnaliser la thérapie et mieux l'adapter au cas par cas. Dépister précocement les tumeurs, suivre en temps réel l'évolution d'une infection ou encore évaluer l'efficacité d'un traitement, ces nanocapsules fluorescentes ouvrent des perspectives inédites. Demain, elles pourront même être combinées à des nanovecteurs traquant spécifiquement les cellules malades. Cette association permettra d'accroître encore l'efficacité des traitements et pourrait bouleverser en profondeur le domaine médical.
Mais depuis quelques années, un autre domaine est lui aussi en pleine mutation. La microélectronique. Nous sommes de retour au CEA Leti à Grenoble. L'organisme de recherche se trouve au cœur du vaste campus du Minatec, un centre à l'origine dédié aux recherches en micro- et nanoélectronique. Depuis quelques années, Claude Vauchier y développe des projets à la frontière de la biologie et de la physique. Les avancées de la micro et des nanotechnologies aujourd'hui, qui en bénéficient, c'est surtout finalement les systèmes de notre vie courante, c'est des smartphones, c'est des PC. Aujourd'hui, la question qui s'est posée, c'est de dire finalement ces technologies-là, il faudrait pouvoir les appliquer aussi au domaine de la santé et au domaine du diagnostic. Et donc l'enjeu, c'était de réunir finalement les gens qui maîtrisent ces technologies d'analyse biologique, c'est-à-dire les biologistes eux-mêmes, et les gens de la microélectronique, de les faire travailler ensemble de manière à voir si on ne peut pas développer des outils à partir de ça, des outils pour les biologistes, pour les cliniciens, etc. Développer des circuits minuscules capables d'aider les médecins et les cliniciens, voilà donc l'objectif de Claude Vauchier et de son équipe. Après de longues années de recherche, ils ont ainsi donné naissance à de véritables laboratoires miniatures. Des puces d'à peine quelques centimètres de large sur lesquelles sont fixés une dizaine de capteurs. Ces lab-on-chip, en français laboratoire sur puce, permettent de dépister la présence de pathologies dans un échantillon. Il suffit d'introduire un minuscule prélèvement de sang, d'urine ou encore de salive à l'intérieur du réseau de canalisation de la puce. Les gouttelettes vont alors se diriger vers de petites chambres équipées de capteurs. À l'intérieur, des réactifs chimiques sensibles à la présence même infime de virus, de parasites, de bactéries ou encore de cellules tumorales. Aujourd'hui, de tels dispositifs existent déjà en grande taille dans les laboratoires d'analyse. Mais ils nécessitent obligatoirement l'intervention de plusieurs personnes pendant plusieurs jours. Grâce à la miniaturisation, le dépistage de n'importe quelle pathologie pourrait se faire en un temps record et sans intervention humaine. Un enjeu aussi qui est très important à l'hôpital, c'est le traitement d'un cas d'urgence qui est la septicémie, ce qu'on appelle le sepsis. Aujourd'hui, c'est énormément de morts par an dans tous les hôpitaux à travers le monde. Et le choc septique, en fait, vous avez 24 heures ou 48 heures pour réagir. Donc on n'a pas le temps d'attendre la réponse du laboratoire, où il faudrait avoir finalement un outil dans la chambre du patient qui permettent de faire des analyses régulières toutes les 2 heures, par exemple, et puis de cartographier exactement à quel moment précis je vais injecter le bon antibiotique, etc. Donc l'enjeu des laboratoires sur puce, c'est vraiment d'essayer d'intégrer de manière la plus automatique, la plus compacte, la plus simple possible, une analyse biologique qui soit finalement utilisable directement par un clinicien qui n'est pas un spécialiste de la technologie et au plus près finalement de l'utilisateur qui est le patient finalement. Je veux dire que lorsque je fais un prélèvement, etc., je vais avoir très rapidement mon information. Les premiers laboratoires sur puce opérationnels viennent d'être mis au point par Claude Vauchier et son équipe. Un jour, ils équiperont peut-être tous les hôpitaux et contribueront à accélérer le diagnostic des maladies et la prise en charge des patients. Certains chercheurs envisagent d'aller encore plus loin. Ils entrevoient un monde où chacun d'entre nous pourrait avoir son propre micro-laboratoire à domicile, ou même à l'intérieur de son corps. Déjà, de tels prototypes ont été mis au point dans les laboratoires. Des implants capables d'analyser en temps réel les substances présentes dans l'organisme et de transmettre les informations aux médecins via le téléphone portable. Ces véritables laboratoires embarqués
pourrait transformer en profondeur le suivi médical des patients. Mais il soulève aussi de nombreuses interrogations. Avec eux, nous pourrions en effet détecter la présence d'une maladie avant même l'apparition des premiers symptômes. Une simple cellule tumorale, les marqueurs d'une infime réaction inflammatoire, les tout premiers signes d'une dégénérescence liée à la maladie d'Alzheimer, les prémices de nombreuses pathologies pourraient être dépistées des mois, voire des années avant que la maladie se déclare. Les patients pourraient alors être soignés pour une affection qu'ils n'ont pas encore, qu'ils n'auraient peut-être finalement jamais eue. Une situation pour le moins paradoxale. On l'a vu par exemple dans le cadre du cancer du sein, où le dépistage peut-être un peu trop précoce peut amener aussi à des actes chirurgicaux par exemple, qui ne seraient pas forcément nécessaires. Donc on a un apprentissage aussi à faire pour mieux contrôler l'information que l'on en retire du diagnostic précoce. De nombreuses années de recherche sont encore nécessaires avant que de tels laboratoires implantés dans le corps soient commercialisés. Mais d'année en année, la miniaturisation des matériaux électroniques progresse à grands pas. Dans les salles blanches de leur laboratoire, les spécialistes conçoivent des circuits intégrés d'à peine quelques millimètres ou encore des électrodes aussi fines qu'un cheveu. Ce qui était autrefois impensable est ainsi en passe de devenir réalité. Installé lui aussi sur le campus de recherche de Grenoble, le Clinatec est une clinique un peu spéciale. Un environnement à la pointe de la technologie. Son directeur, le neurologue François Berger, est l'initiateur d'un projet d'envergure. Son but, créer de minuscules appareils directement implantables dans l'organe le plus complexe du corps humain, le cerveau. Depuis toujours, le cerveau est une forteresse presque impénétrable. Lorsqu'ils sont ingérés ou injectés, les médicaments se heurtent à une barrière hermétique séparant le tissu cérébral du reste de l'organisme. Pour contourner cette difficulté, François Berger et ses équipes cherchent donc à déposer directement les produits dans le cerveau, à l'aide d'un dispositif implanté. La première application, pour des raisons de risque-bénéfice, c'est les tumeurs cérébrales. On met un cathéter dans la tumeur et puis on va infuser dans toute la tumeur des vecteurs, des nanovecteurs spécifiques. Et là, on va utiliser ça pour tuer les cellules tumorales, puis surtout les cellules tumorales qui ont infiltré le tissu cérébral normal. Le dispositif est déjà testé sur des animaux de laboratoire. Une minuscule pompe reliée à un cathéter est implantée sous leur crâne. À l'intérieur, des valves font circuler le médicament au cœur des tissus. Et une puce électronique ajuste en temps réel la délivrance du principe actif. Cette micropompe implantée redouble l'efficacité du traitement en lui permettant d'agir directement au contact de la tumeur cérébrale. Mais pour la rendre parfaitement opérationnelle, François Berger et ses équipes ont dû résoudre un problème de taille. Faire en sorte que l'organisme tolère la présence de cet objet étranger. La problématique de la biocompatibilité et de l'intégration non dangereuse et fonctionnelle des implants dans les tissus, c'est fondamental. Donc il a été montré que si ces implants, on les enrobait avec des nanostructures, on neutralisait la réaction cicatricielle et qu'ils devenaient intégrés de façon fonctionnelle à long terme. Ça, c'est extrêmement important, c'est la biocompatibilité à long terme au sein du cerveau ou de l'os ou de la peau. Pour éviter les rejets, la solution serait donc d'enduire les implants de nanomatériaux spécifiques. Dans les laboratoires du Clinatec, un tel système vient de démontrer son efficacité sur des mammifères très proches de nous, les cochons. Les essais sur l'homme sont imminents. Bientôt,
des implants capables de soigner les tumeurs cérébrales seront donc peut-être implantés dans les circonvolutions de notre cortex. Leurs applications pourront alors aller bien au-delà de la simple délivrance de médicaments. Pour le professeur Berger, les implants cérébraux ouvrent en effet la voie à la guérison de handicaps moteurs sévères. L'implant pour l'interface cerveau-machine, donc ça c'est un développement très très chaud dans le domaine de la neurologie qui répond à la problématique du handicap, et là du handicap moteur. Donc il y a une interruption au niveau médulaire et vous êtes paralysé des 4 membres, mais la commande cérébrale motrice est encore efficace. Donc il a été montré qu'on va mettre un implant qui va dans le cerveau, donc qui pénètre dans le cerveau. Donc là on est dans les technologies extrêmement agressives, micro-technologies très agressives, et cet implant capte l'activité cérébrale et commande un bras robotisé qui va venir par exemple faire boire le patient qui est tétraplégique. Aujourd'hui, de nombreuses prothèses robotisées sont déjà sur le marché. Reliées aux muscles ou aux terminaisons nerveuses des personnes amputées, elles leur permettent d'attraper des objets et même parfois de reproduire la sensation du toucher. Mais chez les individus tétraplégiques, ces prothèses sont parfaitement inutiles. Leur cerveau n'est plus connecté au reste du corps. Pour ces femmes et ces hommes enfermés dans la paralysie, les implants cérébraux représentent l'unique espoir de retrouver un jour de la mobilité. Mais mettre au point de tels dispositifs se révèle d'une extrême complexité. Les chercheurs doivent en effet être capables de capter et de décoder en temps réel les commandes envoyées par le cerveau. Or, un simple mouvement de la main met en jeu plus de 40 muscles et plusieurs millions de neurones. Les neurologues doivent donc identifier le circuit cérébral avec précision pour positionner l'implant au bon endroit. Reliée par radio à une prothèse robotisée, la micropuce permettrait alors au patient de bouger ses membres par la seule force de sa pensée. Plus je serai près du neurone, plus j'arriverai à faire une commande parfaite qui me fera récupérer quelque chose qui ressemble à la main que j'ai perdue. Donc c'est pour ça que le challenge, c'est plus je vais être près du neurone, plus je vais arriver à faire ce que faisait la main auparavant, en sachant que plus je suis près du neurone, plus je suis invasif, puisque je suis dans le cerveau. Depuis plusieurs années, François Berger et ses équipes travaillent à la mise au point d'un tel implant capable de décoder et de transmettre les ordres du cerveau. Bientôt, il espère tester un exosquelette sur un patient paralysé. Des bras et des jambes robotisés, commandés par la pensée. De véritables muscles artificiels capables de lui offrir une nouvelle mobilité. L'implantation cérébrale offre des perspectives inespérées pour pallier les handicaps moteurs sévères. Mais en parallèle, certains chercheurs s'intéressent également à d'autres types d'implants. Des implants sensoriels capables de transmettre au cerveau des informations provenant de l'extérieur. J'y vais là, c'est ça? Ah oui, son verre. Son verre. Donc. Son verre de vin. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cet homme est totalement aveugle. Alors j'y vais, c'est bon. Donc, il court. S'il parvient à déchiffrer ces mots, c'est uniquement grâce à une micropuce implantée au fond de son œil. Très vite. Il s'agit en fait de l'un des rares participants aux essais cliniques d'une des toutes premières rétines artificielles de l'histoire. En France, cette expérience est encadrée par l'Institut de la Vision à Paris, le plus grand et le plus prestigieux centre d'ophtalmologie d'Europe. Le docteur Serge Picot en est le cofondateur. Avec ses équipes, il étudie depuis de longues années le fonctionnement de la vue humaine
afin de la reproduire de manière artificielle. L'objet de toute son attention est cette petite membrane rosée qui tapisse le fond du globe oculaire, la rétine. C'est ici que se trouve le siège de notre vision. Notre rétine est composée en fait de plusieurs couches cellulaires, une couche de photorécepteurs qui va transformer la lumière en une activité électrique. Et puis ce qu'on ne sait souvent pas, c'est qu'il y a aussi 2 couches de neurones qui vont en fait transformer le message avant de l'envoyer au cerveau. Les millions de photorécepteurs de la rétine sont connectés au cerveau via un ensemble de neurones. Lorsque ces récepteurs sont défaillants, les informations extérieures ne parviennent plus jusqu'au cortex. Moi, c'est bon. Mais grâce à la miniaturisation de l'électronique, il est désormais possible de remplacer la rétine abîmée. La rétine artificielle est un nouveau concept où l'idée est d'essayer de restaurer la vision de personnes aveugles, donc en fait de remplacer des photorécepteurs qui ont dégénéré dans certaines pathologies pour pouvoir en fait réintroduire de l'information visuelle dans la rétine dégénérée et que du coup les patients puissent retrouver une certaine perception. Cette prothèse rétinienne est une plaque de 3 mm sur 3 mm positionnée sur la rétine naturelle. Elle est parcourue par de minuscules électrodes qui peuvent envoyer des impulsions électriques à la rétine résiduelle. Des informations qui atteindront le cerveau en passant d'abord par les neurones de la rétine, puis par le nerf optique. Ces impulsions électriques sont commandées par une caméra fixée sur des lunettes que porte le patient. La caméra envoie l'image qu'elle capte à un microprocesseur qui va la traduire en une série de points noirs ou blancs. Cette nouvelle image est alors transmise à l'implant. Chaque point correspond à une seule électrode. Initiés en 2008, les tests de cette nouvelle technologie touchent aujourd'hui à leur fin et les résultats dépassent les espérances des chercheurs. Mais les patients aveugles doivent néanmoins s'adapter à leur nouvelle rétine. Tous les essais cliniques ont demandé en fait une véritable réhabilitation des patients pour qu'ils réapprennent à utiliser ce nouveau langage visuel. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, les messages visuels qui sont issus des implants électroniques ne sont pas une vision comme la nôtre, aussi parfaite. Donc il a fallu que ces patients apprennent à utiliser en fait leur dispositif, qui est quand même d'un champ visuel très limité, et qui puissent en fait interpréter ce code visuel qui leur est procuré. Cet implant inédit offre en effet une vision pour le moins réduite. Tandis que notre rétine comporte des millions de récepteurs lumineux, les 60 électrodes de la micropuce génèrent une image d'à peine 60 pixels. Juste de quoi percevoir une ligne blanche ou l'encadrement d'une porte. Après le succès de ces tests cliniques, de ces résultats cliniques, l'idée c'est d'augmenter en fait le nombre de pixels sur ces implants pour que du coup la qualité des images puisse être bien meilleure et que les patients puissent reconnaître des images complexes, comme par exemple un visage, ou en situation de locomotion, puissent identifier les obstacles. Donc si on veut augmenter la résolution des images, il faut augmenter le nombre de pixels, mais ce n'est pas juste un problème d'électronicien qui doit multiplier les points, c'est qu'il faut aussi travailler sur l'interface entre le tissu et le dispositif médical. Si les chercheurs se contentaient d'ajouter des électrodes à la micropuce, celles-ci finiraient par être trop proches les unes des autres. Les zones stimulées sur la rétine viendraient à se chevaucher et le cerveau recevrait alors des messages confus. Il faut vraiment que chaque électrode puisse stimuler une zone très précise, très focale,
pour que du coup, on puisse augmenter le nombre de ces électrones et donc la résolution des images. Pour trouver une solution à ce problème, Serge Picot et ses équipes continuent d'explorer les rouages de la rétine naturelle. Entre biologie, électronique et analyse de l'image, toutes les pistes sont bonnes pour arriver un jour à faire voir des aveugles presque normalement. Moi, c'est bon. Qu'il s'agisse de pallier des handicaps sévères, de soigner le cancer ou d'autres maladies incurables, la nanomédecine offre au corps médical un arsenal thérapeutique nouveau et d'une ampleur inédite. D'année en année, le nombre d'applications possibles ne cesse de croître et les essais cliniques se multiplient. Les chimistes ont une très très grande créativité. Il y a chaque année plus de 1000 articles scientifiques qui sont publiés sur des nouveaux nanovecteurs, donc vous voyez, à travers le monde entier. Le marché de la nanomédecine, évidemment, est en pleine expansion et c'est considéré par beaucoup de spécialistes comme un des grands domaines qui vont aussi changer la santé et changer l'industrie pharmaceutique dans la décennie à venir. Mais ces perspectives immenses suscitent d'ores et déjà un certain nombre de craintes. Le premier type de peur, c'est une peur de toxicité dans l'environnement, donc sur l'organisme. Le deuxième type de peur, c'est une peur de transcender l'être humain par ces technologies qui vont l'améliorer, le rendre plus fort, le rendre plus puissant, donc de faire une transhumanisation. Transformer l'homme pour le rendre plus performant. Cette maîtrise du corps à son niveau le plus intime pourrait en effet largement dépasser le cadre de la médecine. Il ne s'agirait plus de soigner, mais d'améliorer. Certains imaginent déjà l'utilisation d'implants cérébraux pour augmenter la mémoire, ou encore la greffe d'une rétine artificielle modifiée permettant de voir plus loin ou dans le noir complet. Pour l'heure, de telles applications n'ont pas encore vu le jour. Mais qu'en sera-t-il demain, lorsque les nanotechnologies se seront répandues dans le monde médical? Faudra-t-il craindre les dérives, ou au contraire se réjouir d'une possible amélioration de l'espèce humaine? Pierre-Yves Cusset est sociologue au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, une institution dont le rôle est d'enquêter sur les grands débats de société. Il s'est penché sur cette question de l'homme augmenté et sur les peurs que cela suscite. Ce qui est nouveau, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on a des technologies qu'on n'avait pas avant. Et donc, ce qui relevait hier de la science-fiction relève aujourd'hui d'une possibilité. Deuxième élément, c'est qu'il y a, je pense, une plus grande acceptabilité, ou peut-être un plus grand désir d'avoir accès à ces technologies. De plus en plus, le corps devient ou est considéré comme un outil améliorable. On le voit par exemple avec la pratique du sport qui est pratiqué pour des raisons esthétiques, bodybuilding, fitness. On le voit avec l'explosion de la chirurgie esthétique. On le voit avec les détournements de médicaments ou le dopage qui n'est pas réservé au sport. Perfectionner son corps au fil des technologies. La perspective semble très séduisante. Mais quels seraient les impacts d'une telle pratique au sein de la société? On peut donner un exemple de crainte, par exemple de normalisation. Cette idée de société de la performance où finalement, pour être simplement normal, il faudrait que tout le monde finalement soit amélioré. Donc cette idée qu'il puisse y avoir une forme de ségrégation entre les êtres qui seraient améliorés et d'autres qui ne le seraient pas. Les promoteurs de ces technologies disent que déjà la nature elle-même est très inégale. On ne naît pas tous égaux du point de vue des capacités. Il y a des gens qui naissent handicapés, des gens qui naissent au contraire extrêmement performants du point de vue physique, du point de vue, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moins beaux, etc. Bon. Et donc finalement, la nature est très inégale, la nature est très injuste, et ces technologies pourraient nous permettre finalement de lutter contre ces inégalités. La peur d'accroître encore plus les inégalités entre les hommes est l'un des arguments essentiels des opposants à la nanomédecine et à la maîtrise du corps humain en général.
s'ajoute également la crainte de risques non maîtrisés pour la santé et pour l'environnement. Mais d'autres interrogations plus philosophiques viennent elles aussi alimenter le débat. À quel point l'homme peut-il modifier son propre corps? Un homme bionique, agrémenté de micropuces et d'implants nanométriques, serait-il encore un être humain? Il y a un vrai débat en fait sur ces technologies, sur où est-ce qu'on va, quels sont les dangers de ces technologies et vers quoi on doit poursuivre la recherche. Ces craintes sont légitimes, elles peuvent être légitimes. De toute façon, quoi qu'il en soit, elles doivent être encadrées par le législateur et par la société. C'est pour éviter toute déviance. Toute science peut aboutir à une déviance. Ces nouvelles technologies ouvriraient des portes dont nous ne maîtriserions pas toutes les conséquences. Pourtant, face à des fléaux comme le cancer, les chercheurs se doivent de pousser toujours plus loin la connaissance. Nous devons nous demander dès maintenant si nous souhaitons poser des limites à la recherche et à cette maîtrise de la matière à l'échelle du nanomètre. Car dans quelques décennies, les nanotechnologies pourraient sans doute transformer en profondeur le visage de la société.